Chapitre 1. Quand la vie s'éteint. Paris, jeudi 30 mars 2033, 23h47. L'appartement sentait la mort lente, pas celle des cadavres ou du sang séché. Ces odeurs-là, Ronan Karadec les connaissait par cœur. Non, celle-ci était différente, plus insidieuse. C'était celle d'une vie qui s'éteignait, centimètre par centimètre, nuit après nuit, dans l'indifférence générale. Un mélange de tabac froid, de whisky renversé et de poussière accumulée. L'odeur de la défaite. Ronan était affalé dans le fauteuil élimé face à la fenêtre. Une bouteille d'Ardbeg calée entre ses cuisses. Il ne se souvenait plus quand il l'avait ouverte. 2 heures. 3. Le temps n'avait plus beaucoup de sens à cette heure de la nuit. Il but une longue gorgée, sentant l'alcool brûler sa gorge, avec cette familiarité réconfortante des vieilles habitudes destructrices. La tourbe fumée lui rappelait vaguement quelque chose. Un autre endroit, une autre vie. Mais il chassa cette pensée avant qu'elle ne prenne forme. Dehors, la ville brillait comme une plaie ouverte sous la brume. 15e arrondissement. Une tour résidentielle sans âme, coincée entre un Franprix et un pressing qui fermait à 19h. 6e étage. Vue imprenable sur une ville qui continuait de vivre, indifférente aux ruines humaines qu'elle abritait. Des millions de lumières scintillaient dans la nuit humide, fenêtres allumées, vie qui se déroulait derrière des rideaux tirés. Ronan observait tout ça avec le détachement d'un homme qui regardait un film dont il connaissait déjà la fin. Quelque part là-bas, des gens riaient, baisaient, se disputaient, dormaient, vivaient. Lui, il attendait juste que l'aube pointe. 2 pièces, 40 mètres carrés, mobilier de l'administration, canapé gris, table basse sous les dossiers, évier débordant d'assiettes sales. Rien au mur, aucune photo, sauf celle sur l'étagère qu'il ne regardait jamais. 10 ans plus tôt, il possédait une maison, une femme, un fils. Maintenant, il avait un canapé gris et 3 bouteilles vides sous l'évier. Sur l'étagère bancale, entre les courriers et la bouteille vide d'hier, un cadre prenait la poussière. Ronan ne le regardait jamais directement. Parfois, du coin de l'œil, il voyait le jaune du seau. Ça suffisait, il se resservait. Chaque détail était gravé dans sa mémoire, avec une précision insupportable. Plage de sable blond, sous un ciel d'été obscène de perfection. L'homme portait une chemise claire, col ouvert, cheveux gris acier parfaitement coiffés. Rasé de près, mâchoire carrée, épaule droite. Ses yeux bleu acier brillaient dans cette lumière éclatante. Il souriait, d'un vrai sourire, pas ce rictus amer qu'il arborait maintenant. Une femme riait, robe blanche soulevée par le vent marin, cheveux châtains dansant autour de son visage. Elle avait cette façon de rire, franche et sans retenue, comme si le monde entier était une plaisanterie qu'eux seuls comprenaient. Et entre eux, un petit garçon, un maillot de bain Spider-Man et un seau jaune à la main. Ronan détourna les yeux avant que l'image ne devienne trop nette. À côté du cadre se trouvait un petit sablier et une médaille dans son écrin entrouvert captait les reflets orangés des lampadaires. Bronze terni et ruban tricolore. Médaille de la sécurité intérieure. Gravure officielle. Pour acte de courage et de dévouement exceptionnel. Remise en avril 2024. Ronan but encore, sentant l'alcool engourdir progressivement les contours trop nets de ses pensées. Dehors, la brume s'épaississait,
avalant progressivement les lumières de la ville. Une ambulance passa au loin, sirène étouffée par la distance et le double vitrage. Il ne la voyait pas, mais il savait exactement à quoi elle ressemblait. Gyrophares bleus balayant les façades mouillées de Vaugirard. Combien de nuits encore comme celle-ci? Combien de bouteilles vidées dans ce fauteuil? Il consulta sa montre. Seiko automatique, bracelet en cuir craquelé. Minuit moins 12. Son téléphone vibra sur la table basse. Ronan cligna des yeux, sortit de sa torpeur, attrapa l'appareil. L'écran illumina son visage dans la pénombre. Capitaine Vidal. Un appel à cette heure ne présageait rien de bon. Il décrocha, porta le téléphone à son oreille. Karadec. Ronan, on a quelque chose. 6e arrondissement, 18 rue du Four. Nouvelle affaire, tu prends. La voix de Vidal était tendue, éraillée, fatiguée. Pas de préambule, pas d'excuses, juste l'ordre. Ronan regarda la bouteille entre ses cuisses. Encore un tiers dedans. Il sentait l'alcool pulser doucement dans ses veines. Maintenant? Silence. Vidal n'était pas idiot. Il savait dans quel état Ronan se trouvait à cette heure. Mais il l'appelait quand même. Quel genre d'affaire? Disparition, comme les autres. Vêtements sur place, personne dedans. Tu connais. Ronan ferma brièvement les yeux. Ces cas. Il savait exactement de quoi Vidal parlait. Depuis presque 2 semaines, tout le commissariat murmurait. Des gens qui disparaissaient en pleine nuit, volatilisés, ne laissant derrière eux que leurs vêtements, effondrés sur le sol, formant une silhouette humaine parfaite. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et fait disparaître la personne, instantanément. 3e disparition en une dizaine de jours, dit-il. Ouais, mais cette fois, on a aussi un corps. Le silence qui suivit fut lourd. Même scène? Même appartement. 2 victimes. Une disparue, une morte. Ronan se redressa légèrement dans son fauteuil. État du corps? Vidal hésita. Ronan l'entendit respirer, cherchant ses mots. Écoute, Ronan, c'est pas beau. Vraiment pas beau. Je préfère que tu vois par toi-même. Vidal. Je sais pas comment décrire, d'accord? Les techniciens refusent d'approcher. Même le maire, il a gerbé 2 fois. Viens, tu comprendras. Ronan sentit quelque chose se nouer dans son ventre. Le maire avait bossé sur le Bataclan, scène que la plupart des flics ne verraient jamais. Et il avait gerbé. J'y suis dans 20 minutes. Bien. Ronan. Vidal hésita encore. Quoi? Fais gaffe, il y a un truc qui colle vraiment pas dans cette histoire. C'est-à-dire? Tu verras sur place. Vidal raccrocha. Ronan resta immobile quelques secondes, le téléphone encore à la main. L'écran s'éteignit, le plongeant à nouveau dans la pénombre. 3 disparitions. Et maintenant, un corps. Il glissa le téléphone dans sa poche, posa la bouteille sur la table basse et se leva, genoux craquants, le whisky tanguant dans son crâne. Ivre, ouais, mais fonctionnel. Il attrapa son badge et sa veste en cuir usé pendue près de la porte. Marron foncé, élimé au coude, sentant vaguement le tabac et la pluie. Il la passa, vérifia machinalement son arme de service dans son holster d'épaule. Le poids familier du Glock 17 contre ses côtes. Son regard accrocha une dernière fois la photo sur l'étagère. Ronan détourna les yeux, ouvrit la porte et sortit. Le couloir de l'immeuble l'accueillit dans son silence aseptisé. Néon blanc, portes alignées comme des tombes. Il traversa le palier, appela l'ascenseur. Les chiffres rouges défilèrent lentement. 3, 4, 5. La cabine arriva dans un tintement électronique. Ronan entra, pressa le bouton -1. Sous-sol, parking.
Les portes se refermèrent sur son reflet dans le miroir. Un homme massif aux épaules voûtées, barbe grise de plusieurs jours, yeux injectés de sang, veste froissée, chemise déboutonnée au col. Il avait l'air de ce qu'il était, un flic usé qui avait vu trop de merde et qui ne dormait plus depuis un moment. Les portes s'ouvrirent sur l'obscurité humide du parking souterrain qui sentait l'urine et le diesel. Néons clignotant au plafond, flaques d'eau sale sur le béton craquelé. Ronan traversa les rangées de voitures endormies, BMW, Audi, Mercedes, toute la panoplie des cadres sup du 15e, jusqu'à sa place, tout au fond près des poubelles, où sa Vespa l'attendait. PX 125, turquoise délavée par les années et la pluie, peinture écaillée sur le garde-boue avant, carrosserie rayée à une dizaine d'endroits, siège en sky craquelé, réparé au Chatterton gris, une pièce à conviction jamais réclamée, saisie en 2030 lors d'une affaire de stups. Propriétaire disparu. Personne n'en voulait. Il enfourcha le véhicule, sentant les ressorts protester sous son poids. Sortit les clés de sa poche, les inséra dans le contact. Démarra au kick. Le moteur toussa, hésita, crachouilla. « Allez, ma belle », marmonna Ronan. Il insista. Le moteur toussa à nouveau, puis se mit à ronronner, irrégulier mais vivant, increvable, comme lui. Ronan ajusta son casque, un vieux casque jet noir, visière rayée, passa la première et quitta sa place. Il remonta lentement la rampe en colimaçon, le moteur de la Vespa résonnant contre les murs de béton. Un étage. L'air devenait progressivement moins confiné, moins étouffant. La barrière automatique se leva. Ronan émergea dans la rue Le Courbe et la nuit le gifla immédiatement. Froide, humide, vivante. Les lampadaires dessinaient des halos jaunâtres dans la brume. Un bus de la RATP passa au ralenti, presque vide, fantôme articulé, glissant vers Montparnasse. Une poubelle renversée dégorgeait des emballages McDo sur le trottoir mouillé. Ronan remonta son col, accéléra et fila vers le nord, vers la rue du Four, vers la 3e disparition. La ville continuait de vivre, indifférente. Mais dans certains appartements, des lumières s'éteignaient et ne se rallumaient plus. Où meurent les rêves ? Tome 1, disponible dès maintenant.